Dans l'actualité de ce mercredi, la nouvelle étape dans la politique d'aménagement des infrastructures routières au Togo. Après la réalisation, place à l'entretien des routes pour leur pérennité. L'initiative a pris forme hier dans la préfecture de Kloto. Le Togo s'intègre à un rythme soutenu dans l'espace UEMOA. À la deuxième revue annuelle sur le processus d'intégration régionale de l'Union, il est relevé que notre pays applique les différentes réformes élaborées à 58%. Lesquelles? La réponse tout de suite dans ce journal. Et puis cette bonne nouvelle annoncée par le secrétaire général de l'ONU, selon Ban Ki-moon, l'infection au VIH-Sida serait en large régression, donnant l'espoir d'une génération sans sida à l'horizon 2030. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Après les festivités de la fête nationale française hier, aussi bien à Paris que dans les différentes représentations diplomatiques comme à Lomé, ce matin, l'un des représentants du gouvernement français était à la présidence de la République. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a évoqué avec le député Jean-Yves Le Bouillonnec les liens traditionnels de coopération et d'amitié qui existent entre le Togo et la France. Je suis député à l'Assemblée nationale, je préside le groupe d'amitié France-Togo. Je suis venu à Lomé à l'occasion des célébrations du 14 juillet, notre fête nationale, pour rencontrer mes homologues, présidente et membre du groupe d'amitié Togo-France à l'Assemblée nationale, ce groupe venant d'être constitué. Et pendant plusieurs jours, je vais travailler avec eux au renforcement de nos liens interparlementaires entre nos deux assemblées. À cette occasion, bien entendu, j'ai célébré le 14 juillet avec mes compatriotes, hier à la mandature et à l'ambassade, et nous avons eu l'honneur de recevoir le Premier ministre togolais. Et le président Faure m'a demandé de le rencontrer ce matin. Nous avons ensemble évoqué les liens entre nos deux pays. On a évoqué aussi les conditions dans lesquelles ces liens pouvaient être renforcés dans beaucoup de domaines, la coopération, le développement, l'aide à la lutte contre le terrorisme et bien entendu le renforcement des liens traditionnels entre nos deux pays. Et bien entendu, je vais transmettre aux autorités françaises comme aux membres du groupe d'amitié ces éléments pour bien entendu dire combien ici on veut maintenir et développer les relations entre la France et le Togo. Et je suis porteur de ce message, certain qu'en France, ce vœu est partagé. Pendant ce temps, le chef du Parlement évoquait l'excellence d'un autre partenariat avec une autre personnalité, celui entre Lomé et Washington. L'ambassadeur des États-Unis, Robert Whitehead, en fin de mission au Togo, est allé réaffirmer à Adama Dramani la disponibilité de son pays à accompagner le Togo dans ses projets de développement. Nous écoutons le diplomate américain au micro de Danjuma Ali. Je voudrais bien faire des visites de courtoisie sur les autorités ici et je voulais dire au revoir et remercier le président de l'Assemblée nationale, Dramani, pour nos travail ensemble pendant mon séjour ici. On avait abordé plusieurs sujets, c'est-à-dire l'importance du rôle du Parlement comme contrepoids du gouvernement, qui est très important pour le pays parce qu'il y a des choix difficiles à faire. On avait aussi discuté de moderniser certains textes légaux comme le code pénal, etc. C'était une bonne visite et bon, je vais souhaiter la meilleure fortune dans son travail qui est très important pour le pays. Après cet entretien, le chef du Parlement a présidé la 5e séance de la première session ordinaire de cette année. Pour ce mercredi, la séance était consacrée à la nomination du représentant de l'Assemblée nationale au Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est Mme Memounatou Ibrahima qui représente désormais le Parlement après une élection à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le compte rendu avec Pierre Soussoupa. Cette session était pour l'essentiel consacrée à la nomination du représentant de l'Assemblée nationale au Conseil supérieur de la magistrature. Une seule candidate sur la liste de nomination. Mais Memounatou Ibrahima a été élue à 74 voix sur 77. La majorité absolue des suffrages exprimés
étant requise, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale a été déclarée nommée. L'impétrant mesure déjà la taille de sa mission. Je voudrais remercier les autorités de mon parti qui ont accepté ma candidature et remercier tous les collègues députés qui m'ont accordé cette confiance. Des sentiments c'est un sentiment de satisfaction, de fierté, mais en même temps de prise de conscience de l'importance du travail qui m'attend au sein du Conseil supérieur de la magistrature. La représentante de l'Assemblée nationale au sein de cette institution aura pour mission de faire au moins une fois par an un rapport écrit sur leurs activités. Le deuxième point de cette plénière, c'est bien l'élection des représentants de l'Assemblée nationale au Parlement de la CEDEAO. Celui-ci va être ajourné pour des raisons pratiques. À la dernière conférence des chefs d'État à Accra, on a estimé qu'aujourd'hui la communauté n'est pas encore prête pour aller directement aux élections en ce qui concerne les députés de la CEDEAO. Et sur cette difficulté, les chefs d'État ont estimé qu'il fallait attendre et continuer sur l'ancienne formulation. Alors l'ancien système, c'est que c'est les assemblées qui procèdent à la nomination des représentants au Parlement de la CEDEAO. On est revenu sur cette base-là et ça veut dire qu'au niveau de chaque Assemblée nationale, il faut que les formations politiques discutent entre elles. Il y a la majorité, il y a l'opposition et il est exigé que l'opposition soit représentée, que la majorité soit présente et qu'il y ait également une représentation féminine. Donc on a ces trois conditions, il faut pouvoir les respecter. Des dispositions sont prévues pour procéder de manière consensuelle à ces nominations dans les prochains jours. Et les honorables députés se retrouvent demain, jeudi 16 juillet 2015, pour la 6e séance plénière de la première session extraordinaire de l'année. Une séance qui démarrera à 9 h, toujours au Palais des Congrès, siège du Parlement. La politique d'aménagement des infrastructures routières engagée depuis quelques années au Togo est entrée dans une nouvelle phase, celle de l'entretien routier. Une nouvelle stratégie basée sur ce que l'on appelle le cantonnage est élaborée à cet effet pour préserver la praticabilité et la sécurité sur l'ensemble du réseau routier dans notre pays. Et la nouvelle stratégie a démarré depuis hier par le CLOTO. Tchassinam Baga. Depuis 2009, le gouvernement togolais mobilise d'énormes ressources, tant financières, techniques que humaines, pour agrandir et moderniser le réseau routier national. Il s'agit des efforts pour assurer la mobilité et le transport des personnes et des biens en tout temps, en tout lieu et en toute sécurité. Cependant, force est de constater que certains tronçons, comme la nationale numéro 5 Lomé-Palémé, sont envahis par des hautes herbes qui entravent par endroits la visibilité. Ailleurs, sur cette piste rurale par exemple, les talus ont rétréci la voie et l'eau de ruissellement a creusé partout des ravins qui rendent le tronçon impraticable. Face à ces dégradations qui menacent à la fois la sécurité, la praticabilité et la durabilité du réseau routier national, le gouvernement a élaboré une nouvelle stratégie pour entretenir les routes. Cette stratégie, appelée entretien routier par cantonnage, a été mise en branle au cours de cette cérémonie. Nous avons assisté, grâce à la politique volontariste du chef de l'État et du gouvernement, à la réhabilitation de beaucoup de pistes, d'une valeur de 40 milliards de nos francs. Aujourd'hui, il est question de marquer une pause et de penser à comment pérenniser ces acquis-là à travers l'entretien courant manuel. Le cantonnage manuel, se fait à la main, au moyen des coupes-coupes, des pioches, des brouettes et des pelles. Et le cantonnage ne s'arrête pas seulement au débroussaillage manuel des herbes au bord de la route. Il consiste aussi à curer les ouvrages mineurs. Les ouvrages mineurs comme les dallots, les passages busés, les fossés en terre latéraux, etc. Pour la phase pilote de mise en œuvre de cette nouvelle stratégie qui va durer 1 an, 200 km de routes et pistes seront entretenues dans chaque région, soit 1000 km du réseau national.
Pour le ministre des Infrastructures et du Transport, Nissa Oignon Femme, il est question de mettre en harmonie la politique sectorielle de l'État en matière d'infrastructures routières avec les grandes orientations stratégiques dans le domaine du développement économique et social et partant de réduire la pauvreté tant en milieu rural qu'urbain. L'entretien du réseau routier par cantonnage présente des avantages indéniables, notamment le maintien de la circulation avec l'élimination des points critiques localisés, la protection des chaussées en facilitant l'écoulement des eaux pluviales, la garantie de la sécurité grâce à une meilleure visibilité pour les usagers avec la suppression de la végétation le long des accotements. Au plan social, le cantonnage est porteur d'emplois. En effet, les premiers bénéficiaires de ce type d'entretien sont les communautés à la base, avec la création des milliers d'emplois en zone rurale. Les rémunérations des cantonniers, essentiellement ruraux, ont un impact direct sur la réduction de la pauvreté avec une augmentation de leur pouvoir d'achat, leur permettant ainsi d'accéder aux services sociaux de base. La relance du cantonnage est donc la manifestation concrète de l'inclusion économique et sociale comme vecteur de la cohésion sociale prônée par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé. 20 000 emplois sont annoncés dans le cadre de ces travaux qui seront financés par l'État à travers la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER. Sur le terrain, l'entretien sera exécuté par les comités villageois de développement CVD qui vont recruter des cantonniers dans chaque localité. Les contrats de prestation de services entre le gouvernement et 4 comités villageois de développement de la région des Plateaux ont été signés. Ces CVD ont reçu du matériel pour le démarrage effectif des travaux. Concernant le cantonnage qui parle d'infrastructures routières, nous sommes très fiers parce que ça fait longtemps, ce sont les communautés qui travaillent. Quand les routes sont en état de dégradation, ce sont les communautés. Et maintenant que le gouvernement a pris l'initiative d'accompagner les CVD, vraiment ça nous ravit. Nos routes sont tellement gâtées. Il faut qu'on répare ça. Donc comme le gouvernement et le président de la République nous ont lancé ce cantonnage, nous sommes tellement satisfaits de ça et nous sommes prêts pour le faire jusqu'à la fin. L'entretien routier par cantonnage a existé au Togo depuis l'époque coloniale. Il a fait ses preuves selon le directeur général des travaux publics et le préfet de Cloto qui ont appelé les bénéficiaires à mettre tout en œuvre pour la réussite de la phase pilote. Réussite qui déterminera la généralisation et la pérennisation de la stratégie d'entretien routier par cantonnage. Et ce processus de développement entamé par l'État togolais dans le secteur de la construction et de l'entretien routier a désormais des atouts. Il s'agit des étudiants en génie mécanique et génie civil qui viennent de finir leur formation au Centre régional de formation pour entretien routier SERFER. Le compte rendu de la remise des diplômes avec Rachel Aouk. Des étudiants du brevet de technicien en génie mécanique et génie civil du Centre régional de formation pour entretien routier est composé de 55 apprenants. 51 ont pu réussir brillamment leur parcours après 2 ans de formation. C'est leur bravoure au travail qui est salué ici par cette séance de remise d'attestation. Je suis animé ce soir par un sentiment de joie et on remercie en tout cas le SERFER, nos formateurs, le gouvernement togolais pour la formation et la qualité de la formation que nous avons reçue ici. On remercie en tout cas tout le monde pour la cohésion et vive le Conseil de l'Entente. Je vais travailler en génie civil, et plus précisément route et bâtiment. J'exhorte mes amies filles de venir à la formation car j'étais seule dans ma classe. La tâche assignée au SERFER est de former des techniciens compétents capables de construire, suivant les règles de l'art, un réseau routier adapté aux besoins réels des usagers et maintenir sur ces réseaux routiers un niveau de service de qualité. La mission est parfaitement remplie vu le fort taux de réussite. Que ce soit en génie mécanique que en génie civil, nous avons 95% de réussite. C'est parce que nous sommes un centre d'excellence
que nous n'avons pas 100%. Les 4 qui sont recalés pour les 2 génies, ils ont tous 11 de moyenne. De chez nous, c'est 12 que nous comptons, c'est pour ça qu'ils ont été décalés. Le Centre régional de formation pour entretien routier CERFER forme aussi en brevet de technicien supérieur. D'autres catégories de métiers seront disponibles à partir de l'an prochain, notamment le métier du chemin de fer, et la possibilité sera donnée à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de la formation disponible pour tous les pays membres du Conseil de l'Entente. Les innovations dans le secteur routier ne feront que renforcer les bons points que récolte le Togo en matière de développement. Et depuis ce matin, notre pays a obtenu une excellente position en matière d'application des lois et décrets communautaires. C'est ce qui ressort de la 2e revue annuelle du processus d'intégration régionale de l'UEMOA. Sonia Miniko, Carmen Madji, Akako. En octobre 2013, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, il a été institué une revue annuelle pour évaluer la mise en œuvre des réformes dans les 8 pays membres de l'Union. L'édition 2014 a indiqué que l'état général de mise en œuvre des réformes dans l'Union est moyen, avec un taux de 59% des directives de l'UEMOA et un taux d'application des tests communautaires estimé à 50%, avec une disparité selon les États membres. L'on est aujourd'hui à la 2e revue du processus d'intégration régionale au Togo. Des experts de l'UEMOA sont donc allumés pour faire le point sur l'état d'exécution des recommandations de 2014 et revisiter les engagements pris par les autorités togolaises. Spécifiquement concernant le Togo, c'est un état de transposition et d'exécution moyen des réformes concernant, disons, l'évaluation de 2014. Il y a des projets d'infrastructure, les transports et communications. Il y a aussi des projets d'agriculture. Il y a des projets dans le domaine de l'enseignement, des projets dans le domaine de la culture, des projets dans tous les domaines. Toute une semaine donc pour passer en revue ce qui est fait par le Togo après la revue de juillet dernier. Des recommandations seront faites à l'issue de cette rencontre. Elles seront alors soumises à l'appréciation du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances et du président de la commission de l'UEMOA, puis au Premier ministre. La diffusion des technologies de l'information et plus spécifiquement d'Internet dans les économies des pays offre de nouvelles opportunités sur plusieurs plans et l'on est même tenté de dire aujourd'hui que l'économie numérique peut être un nouveau levier de croissance. Son impact sur le développement des pays dans ce dossier de Arnaud Kiliou et Carmen Madji, Akako. À l'instar de la révolution industrielle du XVIIIe siècle qui permit aux États de se développer, on parle aujourd'hui de l'ère de l'économie numérique. Les technologies de l'information et de la communication sont incontournables dans tous les secteurs d'activité parce qu'elles permettent un gain de temps et une célérité dans le traitement des informations et des affaires. Il est essentiel que la population, le maximum de la population apprenne à se servir de l'ordinateur. Dans certains pays, par exemple, les paysans, on apprend aux paysans à se servir d'Internet. Parce que quand ils produisent le maïs, leur récolte en général, personne ne peut venir les tromper parce qu'ils peuvent consulter les marchés pour savoir le prix du jour. Ils peuvent consulter Internet pour voir la météo. Donc toutes les prévisions météorologiques sont en ligne, il y a beaucoup d'informations que même le paysan, beaucoup d'informations auxquelles le paysan peut avoir accès justement pour améliorer ses conditions de travail. Il n'y a pas un seul secteur qui ne va pas être impacté positivement par l'économie numérique. L'éducation, la santé, le commerce, les services financiers et l'action gouvernementale. Encore faudra-t-il que la majorité de la population dispose d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour soutenir la croissance. Au Togo, des projets ambitieux sont en cours de réalisation, notamment le gouvernement électronique, e-gouvernement, qui est entré dans sa phase active depuis le 12 mars 2015. Au niveau de l'administration, il va y avoir un impact important sur la productivité. Lorsque les projets e-administration vont être exécutés, vous allez remarquer qu'il y aura un impact très important sur la productivité des travailleurs de l'État. Donc, au niveau de l'enseignement également.
de plus en plus, l'homme va étudier en n'étant pas assis dans une classe ou dans un amphi. Vous allez voir que de plus en plus dans les administrations, les documents sur papier vont être numérisés pour faciliter la recherche de l'information et même la conservation de l'information. Les opérateurs économiques restent des bénéficiaires privilégiés des technologies de l'information et de la communication pour accroître leur chiffre d'affaires. En même temps qu'ils prospèrent, leurs entreprises offrent des opportunités d'emploi aux jeunes. Une entreprise qui vient de s'installer, elle peut aujourd'hui rapidement, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la technologie qu'on appelle le cloud computing, et là, on peut mettre en place une solution de gestion financière, comptable, ressources humaines, achat, marketing, sans même avoir besoin d'acheter un serveur pour soi. Le téléenseignement, vous allez voir que progressivement, les formations internes dans les entreprises vont se faire via Internet. C'est essentiellement création d'emplois pour les jeunes et croissance économique accélérée. Ça, c'est véritablement l'impact de l'économie numérique sur les économies de nos pays. L'économie numérique s'impose à tous les pays puisqu'on parle aujourd'hui de village planétaire. Aucun État ne saurait rester en marge de cette boucle qui englobe le monde entier dans un élan effréné vers le progrès. Et toujours dans la droite ligne de la réalisation de cette économie numérique, l'Office togolais des recettes OTR vient de mettre en ligne un nouveau site web. Il s'agit du www.otr.tg version 2.0 qui vient remplacer l'ancienne version 1.0. Sa spécificité et surtout ses avantages dans le fonctionnement de l'OTR avec Adolphe Paca. 2.0, c'est la nouvelle version du site web de l'Office togolais des recettes, www.otr.tg. Elle vient en lieu et place de la version 1.0 qui est créée depuis février 2014 et est restée très limitée, fonctionnant avec des liens vers les anciens sites web de la douane et des impôts. Très pratique pour les visiteurs, ce nouveau site est alors une fusion de l'existant avec des innovations. Ce site 2.0, il a pour objectif d'abord d'unifier l'information sur l'OTR, que aussi bien les informations relevant de la douane que ceux relevant des impôts puissent se retrouver sur le même site, de pouvoir offrir au public un site dynamique, un site convivial et un site informatif en même temps. De la version 1.0 à la version 2.0, ce sont l'efficacité, l'efficience et la satisfaction qui font la différence, avec un contenu diversifié dans une plateforme en 7 zones. Nous avons conçu ce site dans l'objectif vraiment d'être en contact, d'être en ligne avec nous. Donc on donne suffisamment d'informations, les avis, nous communiquer, l'actualité sur OTR et le suivi surtout permanent de ce que l'OTR fait et pour les partenaires, pour les contribuables et partager cette vision ensemble. L'OTR est arrivé à cet outil stratégique et innovant après une enquête préalable réalisée auprès du public cible. 55% des visiteurs sur la page OTR cherchent à comprendre son fonctionnement. 30% recherchent l'actualité et 15% pour simple curiosité. www.otr.tg version 2.0 entend alors répondre à ces attentes avec des perspectives comme le e-gouvernement pour permettre aux contribuables d'effectuer les déclarations, les paiements et la consultation des comptes en ligne. Pour venir en aide aux jeunes entrepreneurs, il a été créé le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Et cette semaine, c'est une formation axée sur le domaine de la charcuterie qui est ouverte à l'endroit de jeunes porteurs d'idées d'entreprise dans le secteur. Silver Abdou. Avec ce dispositif mis en place, adapté à la charcuterie, l'on peut facilement exercer ce métier. La charcuterie, une pratique très simple, mais qui demande beaucoup d'ingéniosité. C'est pourquoi
Ces machines sont installées dans cet atelier pour initier ces jeunes porteurs d'idées d'entreprise à acquérir des connaissances dans la transformation de la viande. 50 jeunes entrepreneurs vont bénéficier à cet effet de l'expertise de ce formateur belge. C'est possible de valoriser cela sur une certaine manière, par exemple comme des jambons crus, des jambons cuits, ou les morceaux moins valables comme des saucisses, et la chaleur fait l'échange, la chance est d'optimaliser le profit d'un animal. Durant 4 jours, l'expert belge apprendra aux jeunes comment préparer de la viande ainsi que le matériel qui sert à la transformation de cette viande-là et aboutir à des saucisses. Au dernier jour, nous aurons ici des saucisses qui seront consommées par le public, de véritables saucisses made in Togo. La question de l'emploi est une priorité pour le gouvernement togolais qui s'engage à faire de ce secteur clé un levier de développement. La présente formation est assurée par le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, qui par le truchement du gouvernement accompagne ces jeunes ingénieurs de projet en appui technique et financier en vue de leur apporter le minimum de qualification de base. C'est le volet qualification métier. Ce volet consiste à accompagner les jeunes à acquérir de l'expertise dans le domaine choisi pour entreprendre. Il s'agit des jeunes qui ont choisi la production animale, élevage, production avicole, piscicole, tout type de production animale, et donc leur transmettre un savoir-faire, comme l'a dit l'expert, dans la technologie de la viande, pour ajouter de la valeur à la production initiale et donc avoir des entreprises qui s'inscrivent dans une dynamique de création de richesse et création d'emplois. Les meilleurs qui seront retenus à l'issue de cette formation bénéficieront d'un accompagnement du FAEJ pour mieux s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Les acteurs impliqués dans la question d'adaptation au changement climatique sont en session depuis ce matin à Lomé pour faire le point de la phase préparatoire du projet de planification nationale d'adaptation à ces changements climatiques. Les forces et faiblesses qui seront dégagées leur serviront d'orienter l'élaboration d'un nouveau plan opérationnel, et ceci en vue de mettre en œuvre des solutions d'adaptation pratiques, pertinentes et efficientes aux principaux défis à relever face à ce phénomène devenu mondial. Les précisions avec Dodo Waré et Christine Petit-Kialodé. Les changements climatiques entraînent de graves conséquences sur le développement des pays. Pour y faire face, le Togo a inscrit la question des changements climatiques dans la planification du développement et de la budgétisation. Et c'est à travers le Plan national d'adaptation au changement climatique, PNA, lancé en mars 2014. 18 mois après, les acteurs font une évaluation en vue du lancement d'une nouvelle phase de ce plan. Nous avons amorcé une série de renforcements de capacités, et aujourd'hui, dans la seconde phase qui va suivre, nous avons capitalisé les études de vulnérabilité qui ont été faites dans le cadre de la troisième communication nationale, et nous allons désormais vers l'élaboration d'un plan national d'adaptation au changement climatique. Le Togo se trouve à une étape charnière de son processus PNA. Il a déjà mis en place un comité technique de coordination du plan national d'adaptation. Pour la prochaine phase, le Togo a toujours le soutien de l'Allemagne à travers le GIZ. La prochaine phase est orientée plutôt comme un document de référence qui doit guider les autres ministères sectoriels dans leur planification et dans leur budgétisation. Avec l'intégration des questions des changements climatiques dans les politiques et programmes de développement, chaque secteur vulnérable va mieux organiser et programmer des réponses appropriées qui peuvent déboucher sur des solutions durables.
Une génération sans sida à l'horizon 2030. Cela est possible au regard des chiffres enregistrés ces dernières années. La baisse des décès liés au sida de 40% depuis 2004 et en 15 ans, l'infection au virus a régressé de 35%. Une bonne nouvelle qui, pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sonne comme la victoire d'une bataille dans la grande guerre contre le VIH-Sida. C'est le secrétaire général de l'ONU qui a tenu à l'annoncer. Une génération sans sida, c'est désormais envisageable, possible à l'horizon 2030 si la communauté internationale ne relâche pas ses efforts. Car le nombre de nouvelles infections a chuté, moins 35% en 15 ans. Mieux chez les enfants, il s'est effondré, moins 60%. Autre bonne nouvelle, désormais on vit plus longtemps avec le sida. Après le pic de 2004, le nombre des décès a baissé de 40%. Des bons résultats qui s'expliquent par une meilleure prise en charge des malades. Les thérapies antirétrovirales sont de plus en plus abordables et efficaces, même en Afrique qui restait de loin le continent le plus touché. Mais pour mettre fin à l'épidémie, l'ONU prévient, il faudra beaucoup d'argent, 29 milliards d'euros par an minimum dans les prochaines années. Les échos du Tour cycliste de France, le Britannique Christopher conserve le maillot jaune, mais son outrageuse victoire hier dans la 10e étape fait émerger la toute première grande polémique de ce Tour. Qu'y a-t-il dans les 3 caravanes automobiles de l'équipe britannique, des bus à plus d'1 million d'euros dans lesquels se réfugient les coureurs au détriment des hôtels, et d'aucuns penseraient même que ces coureurs pourraient se doper dans ces bus. Regardez. Difficile de ne pas les voir sur le parking de cet hôtel. 3 énormes bus de l'équipe Sky qui font polémique depuis plusieurs jours. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces maisons ambulantes? Impossible de le savoir jusqu'alors. Les vitres sont teintées et l'accès y est impossible. Seuls indices, c'est quelques photos prises par des membres de l'équipe Sky. Des chambres spacieuses dans lesquelles dorment les membres de l'encadrement. Mais ces chambres n'expliquent pas à elles seules le coût des véhicules, 1,5 million d'euros. La rumeur enfle depuis plusieurs jours. Il y aurait d'autres équipements dans ces bus. La rumeur fait état de chambres à hypoxie qui reproduisent les conditions d'altitude pour enrichir le sang. Si c'est le cas, où est l'équité sportive? Alors je pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces bus? Des suspicions alimentées par les performances de Chris Froome hier. Une cadence infernale dans les Pyrénées, sur des pentes à plus de 8%. En une accélération dévastatrice, le maillot jaune a relégué ses adversaires loin derrière et jeté le doute parmi les spectateurs. On s'est posé des questions, honnêtement. Ça nous rappelle un certain Lance Armstrong, voilà. Il faut le dire. Quand il a démarré dans la côte comme ça brutalement, même en étant professionnel, vous avez vu, il a semé les autres qui sont aussi professionnels et qui sont des grimpeurs aussi. Face à ces interrogations, le maillot jaune est sorti aujourd'hui de sa traditionnelle réserve. Mais que ces gens viennent nous voir, nous entraîner et voir comment l'on travaille dur, 9 mois par an, parfois de 6 h du matin à 22 h, pour être dans les meilleures conditions. L'équipe Sky a promis aujourd'hui qu'elle était prête à ouvrir les portes de ses bus afin d'ôter quelques doutes sur son coureur. Et puis le président de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Ramadan sera célébrée le vendredi 17 juillet 2015 sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, la prière de cette fête se déroulera au stade de Kégué et dans les quartiers environnants à partir de 9 h. Et quant à l'intérieur du pays, la dite prière se déroulera aux lieux habituels et à la même heure. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Tout à l'heure, vous retrouvez votre magazine hebdomadaire Le Contribuable. Et à 22 h 30, vous serez en compagnie de Isidore Koubatine pour la dernière édition du journal. Au revoir.